des substances nutritives, les bancs de poissons sont plus gros. C'est une façon de s'équilibrer. Là où il y a moins de richesse, les quantités augmentent. La faune illustre bien les effets de la séparation des deux océans. Les populations de tortues de mer se sont différenciées. La formation de l'isthme a constitué une étape majeure dans la naissance de nouvelles espèces. La tortue olivâtre et la tortue de Kemp sont les plus petites tortues de mer. Elles se ressemblent beaucoup mais ne vivent pas au même endroit. La tortue olivâtre vit dans le Pacifique. La tortue de Kemp, elle, fréquente le golfe du Mexique. Sa population a d'ailleurs diminué d'une manière considérable. Des études génétiques ont confirmé que ces deux espèces étaient très proches. Elles ont un ancêtre commun qui vivait dans la région avant la formation de l'isthme. La tortue olivâtre et la tortue de Kemp sont les seules tortues de mer à se rendre en masse sur les plages pour y pondre. La tortue verte est plus solitaire. Elle comprend deux sous-espèces qui vivent respectivement dans le Pacifique et l'Atlantique. Certains scientifiques considèrent qu'il s'agit d'espèces différentes. Les tortues vertes de l'Atlantique sont très nombreuses dans la mer des Caraïbes. Elles pondent leurs œufs essentiellement sur les plages de Tortuguero. C'est là que la plus grande partie de la sous-population des Caraïbes voit le jour. L'absence de la nourriture dans le Pacifique explique peut-être la présence de certains requins. Quand les deux océans ont été séparés, les requins ont évolué pour donner des espèces différentes. Ils ont appris à vivre dans des zones plus petites. Le requin corail en est un bon exemple. On ne le trouve que dans le Pacifique et l'océan Indien. L'isthme l'a empêché de se répandre dans les eaux tropicales de la mer des Caraïbes. Il vit sur les plateaux continentaux et insulaires à des profondeurs variées. Comme son nom l'indique, il est très répandu dans les récifs coralliens et à proximité des îles. Il passe une grande partie de ses journées couché au fond de l'eau. Il pourrait paraître inoffensif. Mais quand la nuit tombe, il change du tout au tout. Le requin corail a une alimentation variée. Lorsqu'il a faim, il est pris d'excitation et devient un chasseur frénétique. Il lui arrive même d'attaquer d'autres requins et de leur causer des blessures graves.
Sur Terre, le pont est enfin achevé. Si les océans ont été séparés, les deux continents, eux, se sont réunis. Les dimensions du pont sont impressionnantes. On compte plus de 2000 km entre l'isthme de Tehuantepec, au sud du Mexique, et le golfe d'Urabá, au nord de la Colombie. Ces contours sont bizarres et sinueux. À certains endroits, il se réduit à une bande très mince. Sa partie la plus large fait 480 km et la plus étroite, 50. Ce territoire porte les traces de la collision de deux mondes. C'est là que le premier choc entre le nord et le sud s'est produit. Des deux côtés, les plantes et les animaux commencent à envahir le continent voisin. Une bataille silencieuse où chacun joue sa survie. Un flot permanent d'envahisseurs avides de nouveaux territoires s'établit. La faune d'Amérique du Sud voit s'ouvrir des opportunités en direction du nord. Les singes, les paresseux, les colibris se fraient un chemin dans la jungle. Ils partent à la conquête de nouvelles terres, au-delà des frontières de l'Amérique du Sud. De leur côté, les espèces d'Amérique du Nord descendent vers le sud. Avec elles arrivent les grands carnivores. Jusque-là, ces prédateurs étaient inconnus en Amérique du Sud. Leur acclimatation entraîne des conséquences importantes. De nombreux spécimens disparaissent, faute de pouvoir se défendre contre eux. Et puis, il y a moins de 20 000 ans, une autre espèce vient s'installer dans la région. Un être qui va très vite changer complètement la physionomie de la Terre. L'isthme qui réunit les deux Amériques est une région unique en son genre. Elle accueille encore de nombreux voyageurs, et la vie continue d'y exprimer toute sa richesse et toute sa diversité.